Dynamique, dans ses fondements dynamiques, la France pense avec son théâtre. Racine, Corneille, Molière, entendu ce matin, Beaumarchais, etc. Aucune énumération ne sera ici exhaustive. La France pense avec ses fabulistes et ses moralistes. La Rochefoucauld, la Bruyère, La Fontaine, qui vient d'être sollicité, Pascal, Auvenargues, Chamfort, etc. La France pense avec ses essayistes et ses satiristes. Montaigne, la Boétie, Montesquieu, Boileau, et même avec le très méchant Voltaire, lorsque, pour écrire le Candide et s'emparer de l'affaire Calas, il délaisse à un moment ses sarcasmes assassins. S'il n'eût écrit, il eût assassiné, disait de lui son contemporain, le poète et dramaturge Alexis Piron. Et bien évidemment avec Condorcet, Tocqueville ou Quinet. La France pense avec ses écrivains, conteurs et narrateurs, Diderot, mais aussi Balzac, Hugo, etc. Dans ces linéaments illuminants qui se déplient en même temps que se déploie la langue française dans la magnificence de ses styles, la pensée française est plus midrashique qu'alarique, si je peux m'autoriser ce rapprochement curieux. On regrette, c'était ainsi en tout cas du temps de ma scolarité lycéenne, pas si lointaine, comme disait Groucho-Marx, dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Bon, on regrette donc que l'éducation nationale répertorie nombre de ses auteurs, lorsqu'elle consent à en faire cas, du côté de l'enseignement des lettres uniquement, plutôt que de l'associer aussi à celui de la philosophie. J'évoque là, sous réserve d'inventaire actuel, l'éducation nationale, mais j'assure qu'il en va ainsi dans le commerce mondain des salons de l'auto-satisfaction de l'intellectualité branchouille. Car beaucoup de ces auteurs, qu'ils se soient exprimés sous forme d'essais, de fables, de traités, d'aphorismes, de pensées, de fragments, de maximes, de contes, d'artifices épistolaires, d'œuvres théâtrales et de dialogues fictifs, peuvent être dits philosophes, en son sens séminal, amants de la sagesse. Comme disait La Fontaine, une morale nue apporte l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. C'est dans Le Pâtre et le Lion, livre 6. Pour dire les choses autrement, en ce qui me concerne, et en souvenir de mes années propédeutiques de formation, scolaire ou autodidacte aux humanités européennes, Marx n'a au fond jamais été autant inspirant que Diderot, Montesquieu et les moralistes du XVIIe siècle français, Kant jamais été autant imprégnant que Montaigne et la Boétie, et même la sidérante témérité de Nietzsche, peut-être le plus francophile des philosophes allemands, voir comment il encensait Offenbach contre Wagner, n'a jamais été autant édifiante que le détachement scrutateur et lucide de Tocqueville. Il n'est que Freud qui tint l'ascendant sur Piaget, mais nous sommes déjà dans les marges de la philosophie, du côté plutôt d'une anthropologie non lénifiante, désenchantée par évidence et lucide par nécessité, qui lui est certes à la philosophie par vocation indispensable, et qui parfois en laboure les mêmes champs. Contrairement aux standards accablants des séries télévisuelles françaises, ça commencerait de changer un peu ces temps-ci, à ce qu'il paraît. La philosophie française n'est pas de niveau B. Les floraisons de la forêt philosophique française sont touffues. Demeurent-elles cachées, reléguées derrière un duo d'arbres au tronc massif mais desséché. En effet, elle ne se contente pas et ne se réduit pas
à la réputation mainstream internationale d'un esprit dit cartésien, ni à un positivisme dû à l'Auguste Comte, qui habille de l'aura de leur brocart empesé les pires turpitudes de la rationalité instrumentale et de l'obsessionnalité administrative. J'ai laissé pour un autre argumentaire Malebranche d'un côté et Rousseau d'un autre. Un cartésianisme et un positivisme qui soutiennent encore l'illusion égotique d'un moi maître dans sa maison, niché originellement dans je pense, donc je suis, et auquel Jacques Lacan, dans l'enseignement de Freud, apporta un correctif majeur. Je pense là où je ne suis pas, je suis là où je ne pense pas. Et si on ne la voit pas assez, la philosophie française, si on se laisse à son détriment, encore bluffé, embarqué dans les nuées conceptuelles de l'obscurité d'Hegel, de la trabillaire de Kant, de la fatuité voyou de Fribourg, c'est qu'on cède, peu pertinemment intimidé, à identifier la philosophie comme une idéophilie. Une idéophilie qui ergote dans le ciel au-dessus de l'agence, s'auto-contemplant de ses propres concepts, une idéophilie si bien moquée par Heinrich Heine dans ses tentatives, comme il dit, de boucher en robe de chambre en guenille les trous dans l'édifice du monde. A contrario, à la philosophie française va bien une autre définition, celle que Léon Chestov donne de la philosophie, de son histoire, comme de sa justification. Une pérégrination à travers les âmes humaines, qui est dans les favoris et les déshérités. Ce n'est pas la mélété thanatou platonicienne, un exercice ou un apprentissage de la mort, mais c'est du côté de la vie qu'elle campe. Ce n'est pas en ascèse pour la mort, mais du côté de la vie qu'elle sillonne et moissonne. Ce n'est pas en montant vers les hautes sphères nébuleuses des concepts, mais en demeurant auprès du vécu humain, de ses mœurs, de ses passions, de ses travers, de ses impasses et embrouillamini. Portraitrise de ses réalités, donc, dans la misère de ses invariants. Ce qui est bien plus honorable et doit être honoré plutôt que minoré sur l'étalonnage de leur rapport à la vie publique et collective. Non pas celle du trivial syntagme du vivre ensemble, issu d'une quelconque officine communicationnelle, mais celle anthropo-politique d'un résider côte à côte sur cette terre commune. Peut-être trouverait-on là une piste. Au lieu de jargonner en cuistrerie, la philosophie française, elle, guette pour sa part la belle phrase, la bonne formule, le trait pertinent, comme nous pouvons le savourer chez les moralistes. Pas par maniérisme, mais par souci et goût du bien dire. La philosophie française qui conquiert la pensée, avec empressement et délicatesse, distinction et élégance dans le style, et courtoisie dans les digressions. Peut-être à l'instar de la conquête des femmes par la galanterie, en virilité civilisée, comme la France l'a déposé en modèle pour le monde. La philosophie française s'énonce dans une langue de culture qui métaphorise les parfums et les goûts, les sensations et les sentiments. Ce n'est pas une langue de service, ni une langue de concept. Sa langue, c'est une langue pour la vie bonne, qui produit du sens, alimentée à la sève du juste plaisir. Sans doute, tous ces traits succinctement évoqués ne lui sont pas exclusifs, mais elle en possède la caractéristique. Et nous pourrions donc, pour finir, cette manière d'élégie déguisée en ode, à l'écho des miasmes identitaires de notre époque, se désoler que la fierté française ne fasse pas davantage cas de ses auteurs et de leurs traits, en s'adossant à ces figures éponymes, maîtres des clés de sa pertinence. Elle ne se laisserait pas ainsi, et elle ne laisserait pas ainsi à certains, l'opportunité de hisser cette fierté légitime sur les épaules d'une seule Jeanne d'Arc. Comme dans le cheminement de cette journée, la place accordée à ce moment n'était pas celle d'un banquet roboratif, mais celle d'un chipotage de Zakouski, de Mézé ou de Kémia, choisissez selon vos propres provenances familiales.
Nous avons, dans la longue galerie de portraits possibles de l'esprit de la philosophie française, retenu certains des plus axiaux, des plus emblématiques, des plus disruptifs dans le travail de civilisation et d'élévation dans la vie de l'esprit, et peut-être les plus mal ou insuffisamment connus, comme une invite à l'indispensable de le redécouvrir ou de les découvrir. La Boétie, Diderot, Condorcet, Tocqueville. Et puisque nous parlons depuis Israël, quelques-uns qui croisèrent la trace de la Neshama, de l'âme juive, avec l'esprit de la langue française. Henri Bergson, Vladimir Yankelevitch, Emmanuel Lévinas. Il y en aurait d'autres encore. À cette fin, nous ont rejoint quelques-uns, compagnons de vigilance et de combat, universitaires et chercheurs, qui, à l'écart des moulins de la jactance, continuent de porter vivante contre les vents d'inculture la séduction de l'excellence de la pensée en France. Nous allons donc entendre ainsi Paul Zavadsky, Laurent Loti, Philippe Reynaud et Jean-Michel Salansky. Paul Zavadsky, réfugié enfant de la Pologne communiste au Fort Roland antisémite, Paul Zavadsky est maître de conférences HDR en sciences sociales et philosophie politique à l'Université de Paris 1, membre du groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS, et il enseigne également à l'École pratique des hautes études. Ses recherches portent sur l'histoire des idées politiques d'une part et sur l'anthropologie politique du rapport au temps dans les sociétés démocratiques. Il est aussi le président du jury du prix Jeanne Hersch, prix attribué à des travaux de thèse sur le racisme et l'antisémitisme. Il a dirigé l'ouvrage Malaise dans la temporalité aux publications de la Sorbonne et co-dirigé avec Françoise Champion et Sophie Nizar Le Sacré hors religion. Sous sa direction, conjointement à celle de Frédéric Gugelot, vient de paraître le mois dernier un recueil de textes extrêmement érudits et d'une dramatique et pertinente actualité sur les diverses formes de rire. Rire sans foi ni loi, avec un point d'interrogation, rire des dieux, rire avec les dieux, aux éditions Hermann. Enfin, il est membre du conseil scientifique de l'Institut européen Emmanuel Lévinas de l'AIU. Il nous parle de la Boétie. Bonjour à tous, merci à Gérard Rabinovitch pour cette invitation à parler de la Boétie en Israël, même si tout le monde n'a pas lu la Boétie. On le connaît généralement pour son amitié avec Montaigne. Vous vous souvenez sans doute du célèbre « Parce que c'était lui, parce que c'était moi » de Montaigne, et qui rendait compte d'une manière très jolie d'une amitié qui n'a été rompue que par la mort précoce de la Boétie en 1563. Or, c'est probablement le discours sur la servitude volontaire, rédigé alors que l'auteur n'avait même pas 18 ans, qui a inauguré leur rencontre et leur amitié, devenue pour ainsi dire proverbiale. Alors, quel a été dans cette amitié philosophique le rôle de la trace marane, clairement repérable chez Montaigne, largement probable chez la Boétie? Voilà une question que je vous laisse très volontiers parce que dans les 15 brèves minutes qui m'ont été données pour parler de ce texte fulgurant, je me bornerai principalement à 3 points. En premier lieu, le discours de la servitude volontaire vaut d'abord par la question posée, par la question scandaleuse qu'il pose et qui, moyennant un exercice d'anachronisme contrôlé, n'a, je crois, rien perdu de sa vigueur au XXe, même peut-être au XXIe siècle. Et donc, commençons, si vous voulez bien, par entendre la voix de la Boétie dans une version modernisée. Je vais vous citer 2 ou 3 phrases de la Boétie pour commencer. Comment comprendre, écrit la Boétie, comment comprendre que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire, sinon tant qu'ils veulent l'endurer. Quoi de plus étonnant que de voir 1 million d'hommes servir misérablement, ayant le cou sous le joug, subjugués, autrement dit, non pas contraints par une grande force, mais en quelque sorte enchantés et charmés
par le nom seul d'un. Et un peu plus loin, il introduit une distinction très importante sur laquelle je n'aurai pas le temps malheureusement de m'étendre. Je vous cite le texte. Quel malheur est celui-là? Quel est ce vice, ou plutôt quel malheureux vice, de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien ni parents, ni enfants, ni leur vie même, qui soit à eux. La distinction entre l'obéissance et la servitude, entre le gouvernement et la tyrannie, est ici évidemment fondamentale. Alors, avant toute chose, il importe de prendre la mesure de l'élargissement et du déplacement du regard porté par la Boétie sur la domination. Le questionnement du discours porte moins sur la tyrannie que sur les peuples qui la rendent possible. Pour penser la tyrannie, il ne suffit pas de saisir le mouvement qui vient d'en haut, si vous voulez, il faut également s'arrêter sur celui qui vient d'en bas. Oui, mais comment concevoir un tel mouvement? Machiavel, après tout, quelques temps, enfin en gros une vingtaine d'années plus tôt, un peu plus, n'avait-il pas posé le conflit dans toute cité de deux humeurs, celle des grands désirant dominer, celle du peuple désirant échapper à la domination? Est-ce que plus tard, beaucoup plus tard cette fois, Spinoza n'avait-il pas supposé que la servitude résulte toujours d'une cause extérieure, à tel point d'ailleurs que les critiques qui s'en inspirent aujourd'hui contestent la possibilité même de la servitude volontaire? Et donc, voilà, l'énigme formulée par la Boétie commence ici. Le tyran, en ses ruses et machinations, n'est plus le seul principe actif. Les peuples ne sont pas seulement passifs. Si la tyrannie ne s'imposait qu'à la force des baïonnettes et que la domination se réduisait à la force brutale, celle d'une puissance sans légitimité ni soutien, eh bien, ce serait intellectuellement simple et j'ajouterais moralement simple aussi. Mais voilà le type de confort intellectuel que l'expérience totalitaire nous prive probablement à jamais et qui a largement contribué à rendre contemporaine la problématique de la Boétie. Alors, à partir de là, on a toute une série de dilemmes interprétatifs qui s'ouvrent aux lecteurs de la Boétie. Je n'en citerai qu'un. Peut-on parler d'un désir universel de soumission? Existe-t-il, tel un invariant anthropologique, un penchant à la servitude? Après tout, certains avancent que le discours se présente d'abord comme un essai de psychologie politique, et dans cette sombre perspective, il n'est pas rare qu'on tire argument des travaux de psychologie sociale qui ont tenté de cerner l'invariant humain engagé dans le désir de soumission. Je pense évidemment aux travaux de Milgram qui ont été contemporains du procès d'Eichmann, et même quelqu'un comme Hannah Arendt qui est un esprit rétif à tout psychologisme. Même Arendt semble accréditer une telle vue. Je la cite un instant. Si nous nous référons à notre expérience en la matière, écrit Arendt, nous pourrons constater que l'instinct de soumission, un ardent désir de se laisser diriger et d'obéir à un homme fort, tient dans la psychologie de l'homme une place au moins aussi importante que la volonté de puissance et d'un point de vue politique, peut-être plus significative. Bon, en réalité, et quelle que soit la pertinence générale de ces sombres méditations, le discours de la Boétie ne dit jamais que les hommes sont asservis ou s'asservissent par nature. Si le texte de la Boétie est porté par un sentiment de scandale et d'indignation, voire de dégoût moral, c'est qu'au contraire, la servitude volontaire heurte et blesse la sensibilité de l'humanisme moderne, qui s'attache à penser l'indétermination et la liberté essentielle du monde humain. Et le renoncement à la liberté apparaît non pas comme l'expression d'un penchant humain, mais au contraire comme une dénaturation. Le texte l'énonce très clairement dans une des reformulations les plus abouties de la question initiale, je cite la Boétie, « Quelle malencontre a été cela qui a pu tant dénaturer l'homme seul né de vrai pour vivre libre et de lui faire perdre la souvenance de son premier être et le désir de le reprendre. » Alors au passage, c'est très intéressant, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais la servitude est ici saisie en termes de détemporalisation ou de pétrification détemporalisante, si vous voulez, ni souvenir, ni désir, ni souvenir, ni espoir. En tout cas, c'est à partir de là que la Boétie donne au problème de la servitude sa formulation spécifiquement moderne, celle qu'on retrouve chez Rousseau, lorsque celui-ci écrit « Aristote avait raison, mais il prenait les faits pour la cause, tout homme né dans l'esclavage naît pour l'esclavage, rien n'est plus certain ».
Les esclaves perdent tout dans leur faire jusqu'au désir d'en sortir. C'est quasiment l'expression de la Boétie. S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a des esclaves contre nature. Et lorsque Kant définit les Lumières comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute, en précisant que la minorité est artificielle, mais qu'elle finit par sembler naturelle, eh bien, on y retrouve, de manière élaborée bien sûr, la forme de la question posée par la Boétie, qui se demandait, je cite la Boétie, comment c'est ainsi enraciné cette opiniâtre volonté de servir qu'il semble maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas naturel. Autrement dit, et pour finir sur ce premier point, c'est à partir d'une anthropologie humaniste, l'homme comme liberté, comme responsabilité, que la Boétie problématise la question de la servitude et penser comme malencontre, celle-ci n'a rien de nécessaire. Si désir de servitude il y a, il n'interroge pas tant la nature humaine que la dimension sociale du désir humain, comme le dit Claude Lefort. Et s'ouvre à partir de là, évidemment, l'immense chantier visant à déterminer les conditions qui, dans certaines configurations précises, rendent possible le désir de servitude. Et c'est à ce titre-là que la question surgit, par exemple, à l'occasion de l'analyse du nazisme par les contemporains, chez Cassirer, chez Jaspers, chez Fromm, mais aussi chez les Aron, mais aussi chez les historiens, par exemple. C'est encore vers la Boétie que se tourne Pierre Vidal-Naquet dans sa préface aux Hommes ordinaires de Christopher Browning. Bref, comment peut-on élucider ce désir contre nature qui est le désir de servitude? Si la question de la Boétie nous est extraordinairement précieuse, sa réponse ne l'est pas moins. Et là, j'en viens au deuxième point que je voudrais aborder de manière plus ramassée maintenant. Cette réponse de la Boétie est introduite par un passage du discours dans lequel il est dit que le peuple tombe dans un si profond oubli de sa liberté qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Le doute qui s'insinue ici est terrible. Il y aurait donc un gain de servitude, gain que la Boétie ne pense pas seulement en termes de matériel, mais, comme on dirait dans le langage d'aujourd'hui, en termes affectifs, symboliques ou imaginaires. Bon. Pour aller à l'essentiel, c'est à partir de ce désir de servir pour avoir, là aussi j'ai cité la Boétie, servir pour avoir, que la Boétie en vient à ce qui constitue pour lui le ressort et le secret de la domination. Le schème d'intelligibilité qu'il nous propose ici tient à la chaîne ininterrompue de la tyrannie. Il y a un tyran, en dessous il y a 5 tyrannos, chacun tient sous eux 500 sous-tyrannos, et ainsi de suite, de tyran en tyranno, en sous-tyranno, sous-tyranno, on descend jusqu'au bas de la pyramide. Et à partir de là, je me bornerai, vraiment pour aller vite, à deux brèves remarques ou à relever deux thématiques importantes. On trouve d'abord dans le texte de la Boétie, sur ce plan, une théorie relationnelle du pouvoir qui n'est pas possédée, si vous voulez, comme une substance par les grands ou dans le langage contemporain, par les gros, par des banquiers, par les sages de Sion ou que sais-je, régnant sur un peuple qui n'en peut mais. La chaîne de la tyrannie chez la Boétie va jusqu'en haut et suppose une participation à chaque échelon, inégale bien sûr, mais jusqu'en bas de la société, reliant les tyrannos aux tyrans, les sous-tyrannos aux tyrannos, etc. Et si on s'accorde avec une théorie relationnelle du pouvoir comme celle-ci, ben on comprend qu'il est, par exemple, inutile de guillotiner ou, comme le père Ubu de Jarry, de passer les nobles à la trappe. Bon. Ensuite, deuxième thématique, vraiment très rapidement, le discours est très, très important là, vraiment. Le discours est structuré par l'opposition entre la verticalité de la tyrannie et l'horizontalité de l'amitié politique. Et je ne peux hélas pas rentrer dans les détails des très très belles analyses de ce qui se passe à l'intérieur de la chaîne de la verticalité, de la tyrannie, mais les individus qui y sont volontairement entrés découvrent un monde qui est privé de sécurité, de confiance, d'intersubjectivité, comme dans l'état de nature ou le second état de nature de Rousseau, eh bien, chacun y est dépendant et concurrent dans une sorte d'asymétrie généralisée, de dépendance à l'égard du haut. Les tyrannos, les sous-tyrannos deviennent progressivement dans ce monde étranger à eux-mêmes. Autrement dit, ce qui est décrit ici à l'arrivée, c'est un processus d'aliénation avant la lettre. Juste, je vous cite une phrase de la Boétie très belle. Ce n'est pas tout de lui obéir au tyran. Il faut encore lui complaire, la complaisance. Il faut encore lui complaire. Il faut qu'il se rompe, qu'il se tourmente, qu'il se tue à travailler à ses affaires et puis qu'il se plaise à son plaisir, qu'il laisse l'orgueil pour le sien,
qu'ils forcent leur complexion, qu'ils dépouillent leur naturel. Il faut qu'ils prennent garde à ses paroles, à sa voix, à ses signes et à ses yeux, qu'il n'ait œil, ni pied, ni main, que pour épier ses volontés et découvrir ses pensées. Autrement dit, ces sous-tyranneaux veulent servir pour avoir, eh bien, au bout du parcours, ils ont tout perdu du côté de l'être. Quelle condition est plus misérable que de vivre ainsi, se demande la Boétie, qu'on n'ait rien à soi, tenant d'un autre, son aise, sa liberté, son corps, sa vie. Bon. Si le monde vertical de la chaîne de la tyrannie fonctionne à l'intérêt et à la stratégie, par contraste, l'amitié politique, qui présuppose l'égalité naturelle, repose sur l'intersubjectivité. Il y a là, à la fois, selon les mots de la Boétie, connaissance, entre connaissance et reconnaissance. D'ailleurs, les théoriciens, les gens qui font aujourd'hui l'archéologie de la notion de reconnaissance, trouvent des éléments très importants chez la Boétie, dans le texte de la Boétie. Et c'est ici, d'ailleurs, que Boétie utilise cette expression si singulière du tous un, UNS, qui définit un monde social dans lequel il y a à la fois du sujet et de l'intersubjectivité, jamais dissous dans le tout fusionnel ou l'interchangeabilité fonctionnelle. La nature, écrit la Boétie, je vous cite encore cette phrase, nous a tous fait à même forme et comme il semble à même moule, afin de nous entreconnaître tous pour compagnons, ou plutôt pour frères, et nous a tous figuré à même patron, afin que chacun se pût mirer et quasi reconnaître l'un dans l'autre. Elle nous a donné à ce grand présent de la voix et de la parole pour nous accointer et nous fraterniser davantage et la montrer en toute chose qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un, UNS. Alors, je vous laisse méditer ce tous un, qui n'est donc pas l'unisson de l'homogénéité, pour introduire mon troisième point, très rapidement, qui touche à la question des lectures contemporaines de la Boétie. Un travail exhaustif d'histoire des idées ou de la philosophie politique sur différentes éditions, préfaces, lectures de la Boétie depuis le XVIe serait vraiment très utile. Il y a certainement un cheminement souterrain du texte, si l'on en croit quelqu'un comme Miguel Abensour, l'hypothèse de la servitude volontaire n'aurait cessé de hanter la philosophie politique moderne, émergeant, faisant surface à la faveur d'un événement, d'une grave crise historique ou d'une controverse. Et aujourd'hui, le discours de la servitude volontaire est traduit en une quarantaine de langues. J'ai ici vous voyez, une édition en kabyle et en arabe algérien. J'en ai une autre en ukrainien. Enfin, mais au fond, autrement dit, ce n'est pas un texte oublié, mais au fond, il n'est pas si fréquent que les théoriciens du politique lui reconnaissent l'importance d'un classique doté d'une véritable puissance d'intelligibilité. Alors en France, nous avons toutes les maisons d'édition leur la Boétie, mais nous avons une très belle édition de la Boétie dans la collection Payot, dans la collection rouge de Payot que dirigeait, critique de la politique que dirigeait Miguel Abensour, et qui avait été publiée en 1976. Et dans cette édition, outre les textes d'accompagnement plus anciens, du 19e, Lamennais, Pierre Leroux et d'autres, on trouve des textes récents de Pierre Classe, de Marcel Gaucher, de Claude Lefort, sur lesquels je vais terminer avec ces quelques remarques très brèves. Tout d'abord, Claude Lefort tenait la Boétie pour, je cite, le penseur le plus radical de l'humanisme politique, et il en a proposé une lecture au plus près du texte dans cette édition Payot précisément. Et cette lecture l'a conduit, dit-il, à prêter l'oreille à une question largement recouverte, selon Abensour, par la théorie classique de la domination, attentive seulement à la libido dominandi des princes, et donc à prendre au sérieux ce concept inconcevable qu'est la servitude volontaire. Il ne cessera, Claude Lefort, d'en suivre les traces, chez Camille Desmoulins, chez Constant, chez Guizot, chez Michelet, chez Quinet, dans la Révolution, chez Orwell également. Et si Lefort retrouve le mouvement originel du texte, il ne se limite pas à une lecture close du discours. Par-delà, si vous voulez, la restitution compréhensive du discours de la servitude volontaire et par-delà sa fécondité dans la pensée politique, il met son paradigme à l'épreuve de l'expérience historique. C'est ça qui est très intéressant chez Lefort, en lui accordant une importance capitale dans la mise en intelligibilité du totalitarisme.
Enfin, et vraiment pour finir, en sollicitant le discours dans l'analyse du totalitarisme, Claude Lefort en fait, in fine, un point d'appui pour penser le devenir de la démocratie moderne. D'abord parce que le totalitarisme surgit d'un retournement de la démocratie et ne s'éclaire qu'à la condition de saisir la relation qu'il entretient avec elle, avec la démocratie. Ensuite, et surtout parce que le risque de renversement de la liberté en servitude travaille probablement sur le long cours la modernité démocratique. D'où, à mon sens, la contemporanéité de l'énigme soulevée par la Boétie. Voilà. Je vous remercie pour votre patience et je suis désolé d'avoir été peut-être un tout petit peu rapide. Merci. Laurent Lottie. Laurent Lottie a enseigné les lettres et la philosophie des Lumières du collège à l'université et a présidé la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Il est historien des imaginaires et des idées scientifiques et politiques au CNRS. Il travaille sur les conditions de la découverte scientifique, sur nos représentations de l'individu et de la société, sur l'humanisme, de l'imprimerie au numérique, et plus généralement sur les effets néfastes ou bénéfiques des textes et des idées. Il prépare l'édition critique d'une fiction utopique qui présentait l'eugénisme comme un progrès, et simultanément un ouvrage intitulé « Aux origines de l'optimisme et du fatalisme ». Il a entre autres coordonné la parution de « Vers une économie humaine » chez Hermann en 2014, celle du Dictionnaire des antilumières et des antiphilosophes en 2017 chez Honoré Champion, et Un esprit de Diderot, choix de citation, également chez Hermann. Pour l'anecdote, ce dernier ouvrage en forme de recueil était issu d'un projet de diffuser Diderot dans le métro, à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot. Le projet proposé à la RATP n'aboutit pas, sous des prétextes dilatoires. Il nous entretient de Diderot et Condorcet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais donc parler de Diderot et Condorcet. Et pour inviter à découvrir la singularité et l'universalité des philosophes des Lumières de langue française, j'ai choisi effectivement d'aller à l'essentiel et d'évoquer les deux plus puissants auteurs du temps, non pas Voltaire et Rousseau, mais Diderot et Condorcet, que je qualifierais d'écrivains philosophes et d'humanistes et mélioristes. Diderot est surtout un romancier, dialoguiste et encyclopédiste, né en 1713 et mort en 1784. Et Condorcet, encyclopédiste de la génération suivante, il est né en 1743 et mort en 1794, est surtout un mathématicien politique et historien. Mais les deux partagent un même projet, éclairer les lecteurs et en faire des citoyens. Les philosophes du XVIIIe siècle visent la diffusion des idées par les livres et le remplacement de la seule lumière divine par les lumières humaines qui interprètent le monde et les livres. En cela, croyants ou athées, ils tendent vers l'humanisme et espèrent non en un paradis, mais en une amélioration de la vie humaine favorisée par le savoir. Diderot et Condorcet savent que la pensée est intimement liée au mode d'écriture et qu'un récit avec des personnages s'approche mieux des grandes questions de l'existence que des traités théoriques. Diderot a surtout écrit des dialogues fictifs et son roman « Jacques le Fataliste et son maître », publié à titre posthume en 1796, est certainement le texte philosophique sur la liberté le plus puissant de l'époque. Quant à Condorcet, c'est un mathématicien, mais ces mathématiques sont humaines, ou comme il le dit, elles sont de la mathématique sociale, sans compter qu'il est aussi l'auteur d'un extraordinaire récit de l'histoire de l'humanité, de la préhistoire au futur, l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, lui aussi publié à titre posthume, j'y reviendrai, en 1795. Ces deux philosophes sont relativement méconnus du fait même de leur originalité. En fait, l'œuvre de Diderot est presque entièrement inconnue de son vivant, et l'œuvre de Condorcet est bien connue mais délaissée après sa mort.
Elles sont toutes deux progressivement découvertes ou redécouvertes, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'où vient cette méconnaissance? Diderot d'abord. En 1749, il est emprisonné pour avoir publié la lettre sur les aveugles, dans laquelle il imagine que l'âme des aveugles pourrait bien se trouver au bout de leurs doigts. Il sort de prison, mais à la condition de ne plus jamais publier d'ouvrage contre la religion. Et il en sort aussi grâce au soutien des éditeurs de l'encyclopédie qui lui ont confié, avec le mathématicien d'Alembert, la plus grande entreprise éditoriale du siècle. À sa mort, le public lui attribue presque exclusivement l'encyclopédie et 2 pièces de théâtre. Ses plus grandes œuvres, celles qu'on admire aujourd'hui, ne seront publiées que durant la Révolution et durant les 2 siècles suivants. Cette écriture clandestine ou anonyme l'a soustrait à la censure et à l'autocensure et a exacerbé son désir de s'adresser à ses lecteurs. De là, probablement, cette impression que Diderot est comme notre contemporain, il écrit pour la postérité, et même notre ami, tant il est avide d'adresser ses œuvres à autrui. Lorsque ces œuvres sont publiées, les contre-révolutionnaires accusent le chef de la secte encyclopédiste d'être à l'origine de la terreur, et en plein contresens, par exemple, d'avoir prôné la fermeture des couvents dans son roman La religieuse. Sa mauvaise réputation durera 1 siècle et demi, cependant que la Troisième République lui préférera Voltaire ou Kant, des déistes moins dangereux que le matérialiste athée, pourtant très ouvert à la foi de chacun, aux besoins de croire de chacun, et lui préféreront aussi l'ambivalent Rousseau, qui séduit à la fois des adversaires des Lumières ou, d'un autre côté, des marxistes. De son vivant, Condorcet est au contraire très honoré comme scientifique et au devant de la scène politique. D'Alembert, une sorte de père spirituel, le fait entrer à l'Académie des sciences, dont il devient le secrétaire perpétuel à 33 ans, puis à l'Académie française. Le ministre philosophe Turgot le nomme inspecteur général de la monnaie en 1774. Il est élu ultérieurement conseiller municipal de Paris en 1789, député en 1791, puis encore député de la Convention en 1792. Il est le principal organisateur de l'instruction publique et le principal auteur d'une nouvelle constitution qui n'a jamais pu être appliquée, mais encore admirée aujourd'hui pour sa dimension à la fois démocratique et de solidarité. Mais Condorcet, qui est contre la peine de mort, vote contre la mort du roi, et finalement la terreur l'accuse, le met en décret d'arrestation le 8 juillet 1793, il se cache 9 mois, il écrit alors son ouvrage extraordinaire qui s'intitule L'Esquisse, un tableau des progrès de l'esprit humain, il quitte sa cachette pour ne pas mettre en danger son hôtesse, et il meurt quasiment immédiatement après avoir été arrêté, emprisonné. Dévalorisé dans sa manière de pratiquer les mathématiques, ce type de mathématiques-là, et par ses choix politiques démocratiques, notamment par les historiens marxistes, il est redécouvert après 1945 par les mathématiciens de la théorie des jeux, et politiquement réhabilité, pourrait-on dire, lors du bicentenaire de la Révolution française, donc seulement en 1989, où il entre au Panthéon avec l'abbé Grégoire, à qui l'on doit la citoyenneté de tous les juifs français. Ce ne sont pas seulement leurs choix philosophico-politiques qui ont entravé la reconnaissance des œuvres de Diderot et Condorcet. L'un commençant sa carrière en prison, l'autre y trouvant la mort. Ce sont aussi les singularités du style même de leur pensée. Diderot est mal reconnu par l'institution philosophique. Cela remonte à l'université impériale, et même auparavant à la Révolution française, qui lui a préféré une philosophie allemande moins radicale. Cela tient aussi à sa pratique d'écriture. Philosophe artiste, il met la fiction au service de la vérité, parce que l'imagination accède à des savoirs que la raison ignore. Philosophe artisan, il pratique la libre association d'idées, et surtout il le montre. Or, toute son œuvre, en fait, montre que le sens d'une pensée
d'un récit ou de la vie est toujours un montage de l'auteur et un remontage interprétatif des lecteurs. Diderot se moque, par exemple, du lecteur dans Jacques le Fataliste et son maître, qui n'y voit, dans ce roman apparemment décousu, qu'une insipide rhapsodie de faits, les uns réels, les autres imaginés, écrits sans grâce et distribués sans ordre. Le dictionnaire encyclopédique lui-même, rédigé par 150 auteurs sous sa direction, fonctionne de même. En fait, il s'agit d'un ouvrage qui rend compte des mots et des choses par un immense recueil d'articles, classés par ordre alphabétique et associés par des renvois entre eux. Chez Diderot, tout est lié, mais les liens n'ont jamais été conçus par un dieu, ils sont à découvrir et à créer par les humains. Son encyclopédisme est un humanisme. Sa polyphonie, la polyphonie de tous les ouvrages de Diderot, y compris celle effective de l'encyclopédie, polyphonie réelle ou imaginaire, par différents personnages, s'oppose au monothéisme dans son intolérance, à la monarchie dans son despotisme. La forme littéraire du dialogue est en fait pour lui un choix éthique et politique. Écrivain mathématicien et historien, Condorcet, quant à lui, est un praticien des probabilités et de la combinatoire. Il écrit, c'est-à-dire dans un style très différent de mathématicien, c'est pas éloigné de Diderot. En fait, il écrit en un temps où les mathématiciens peuvent encore être ce qu'on appelle des gens de lettres, mais il s'écarte de l'abstraction mathématique qui finit par faire croire que l'origine ou la fin des mathématiques ne sont pas humaines. Il est un maître des mathématiques appliquées, auteur d'une arithmétique politique appliquée par exemple à la jurisprudence, et il fonde ce qu'il appelle la mathématique sociale. Il fait servir les statistiques et les probabilités au bien-être de chacun et de tous, en concevant, c'est essentiel, ce qui deviendra plus tard la sécurité sociale. Il met aussi sa pensée combinatoire et probabiliste au service de la compréhension de l'histoire des sciences, et dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, il analyse comment se combinent au cours du temps les progrès et les régressions des sociétés dans les différents domaines que sont les religions, progrès, régression, les sciences, les arts, l'économie, la politique. Le texte associe la rationalité du savant et l'éloquence d'un humaniste qui espère que l'action révolutionnaire, correctement combinée à une bonne constitution, qui articule ensemble tous les domaines de la vie sociale, pourrait peut-être permettre enfin d'éviter les rétrogradations funestes, comme il les appelle, que l'humanité a tant connues par le passé. Après Montesquieu, dans les Lettres persanes, les pensées politiques des deux philosophes prennent acte de la diversité des êtres humains ou de la relativité des mœurs et des lois, mais pour mieux dépasser cette relativité et pour tenter de fonder un humanisme universaliste. Dans le domaine de la croyance religieuse, ces deux athées, par exemple, choisissent non pas de valoriser quoi qu'il arrive l'athéisme, mais avant la lettre, la liberté laïque de croire ou de ne pas croire. La religieuse de Diderot, par exemple, ne dénonce pas la foi, mais l'enfermement forcé d'une jeune fille au couvent. Condorcet, quant à lui, entraîne Voltaire dans le combat pour réhabiliter le chevalier de la Barre, le dernier Français à avoir été exécuté pour blasphème, avant les journalistes de Charlie Hebdo. Diderot écrit les pages les plus vigoureuses de l'histoire des deux Indes, c'est publié entre 1770 et 1780, et c'est anonyme, on ne sait pas que c'est lui qui écrit ces pages les plus vigoureuses, qui appelle les esclaves à la révolte, tout en démystifiant l'idée de bon sauvage, dans un texte par exemple comme le supplément au voyage de Bougainville. Condorcet rédige en 1789 le règlement de la Société des Amis des Noirs, qu'il cofonde avec des amis, et en 1790, grand défenseur du féminisme avant la lettre, il rédige de l'admission des femmes au droit de cité, c'est-à-dire au droit de vote aussi. Leur pensée, à eux deux, serait un modèle de libération contre toutes les formes de sexisme, de racisme ou d'antisémitisme aujourd'hui,
y compris celles qui, aujourd'hui encore, et tout récemment, empruntent les masques d'un néo-féminisme en burqa, du racialisme ou de l'antisionisme. Cependant, la force de leur philosophie tient surtout au fait qu'il s'agit de pensées qui libèrent par les lumières ou l'instruction. L'esprit de Diderot, c'est le titre que j'ai employé avec quand nous avons fait avec un ami Eric Van Zillegem un choix de citations, voilà, de textes de Diderot que Gérard Rabinovitch évoquait parce que c'est la suite d'un projet d'exposition de Diderot dans le métro qui s'est réalisé sous la forme de diverses expositions, finalement d'un choix de recueil de citations, l'esprit Diderot. L'esprit Diderot ne consiste pas à éclairer d'en haut, mais à s'éclairer soi-même pour éclairer ses prochains. Il le fait en pratiquant le paradoxe, une pensée originale, hétérodoxe, qui dépasse d'apparentes contradictions en imaginant des perspectives encore inaperçues. Il le fait en montrant comment il pense, en montrant au lecteur comment il pense. Dans le triptyque constitué d'histoires d'amour qui se termine mal, Ceci n'est pas un conte, Madame de la Carrière, puis la fiction utopique intitulée Ce supplément voyage de Bougainville, qui esquisse entre autres un droit au divorce. Il y a un leitmotiv qui parcourt le texte. Au tout début, le ciel est couvert et les personnages se disent que c'est donc le temps de lire. Puis, à propos des idées des uns et des autres sur lesquelles ils échangent, dialogue sur un dialogue, ne cesse de revenir la formule « ceci n'est pas très clair, ce n'est pas encore très clair, ça s'éclaircira une autre fois », etc. Et cette métaphore de l'émergence progressive des Lumières correspond à une théorie et pratique des Lumières, de ce qui permet d'éclairer progressivement, qui est plus riche que celle, me semble-t-il, du texte de Kant intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Diderot s'intéresse à l'émergence de la pensée à partir du corps, à la découverte à partir de l'expérience et de la transmission. Sa méthode est indisciplinaire. Il utilise tous les savoirs du temps sans se soumettre à leurs effets sclérosants. Elle est séréndipienne. Il s'étonne d'un fait que personne ne remarque. Il l'interprète et il examine ensuite sa propre interprétation. Si Diderot a rédigé des sortes de manuels pour guider les premiers pas d'un interprète de la nature, s'il a dirigé l'encyclopédie ou rédigé le plan d'une université pour Catherine de Drussy, c'est son successeur Condorcet qui accomplit le grand œuvre de concevoir une instruction publique et déjà laïque, gratuite et obligatoire. Dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique de 1791, qui ont été réédités par mes amis Charles Coutel et Catherine Kinsler, il commence ainsi: l'instruction publique est un devoir de la société à l'égard des citoyens. Et en 1790, il avait déjà écrit que même sous une constitution libre, un peuple ignorant est esclave. Condorcet théorise et met en pratique une idée puissante qui doit être sans cesse rappelée et réinstituée. L'instruction est ce qui permet à chacun et à chacune de devenir effectivement citoyen et citoyenne et d'examiner, c'est son projet, périodiquement la légitimité de réformer la Constitution. À l'opposé de toute démagogie, il instaure une pédagogie fondée sur la reconnaissance de la hiérarchie des savoirs qui permet paradoxalement la réduction des inégalités. Avant de mourir, son œuvre ultime, celle qu'il écrit quand il est caché et qu'il est menacé par la terreur, est un manuel destiné aux écoles primaires, intitulé « Moyen d'apprendre à compter sûrement et avec facilité ». Enfin, dernier point, la philosophie de Diderot et de Condorcet élabore les fondements de tout véritable projet républicain et démocratique. En réalité, les œuvres de Diderot ont circulé avant sa mort, dans ce qu'on appelait la correspondance littéraire, ce qui s'est appelé ainsi,
une revue manuscrite réservée à une quinzaine de grands princes européens. Cette collaboration à la correspondance littéraire est au cœur des contradictions de Diderot et des Lumières. L'époque est celle d'un rapport de force qui se joue à trois, l'Église, la philosophie et la monarchie, sans compter la noblesse qui de temps en temps s'oppose à la monarchie. Et le succès des Lumières a consisté en une alliance entre les monarques et les philosophes qui suppose que l'immense majorité des philosophes prônent ce qu'on a appelé ultérieurement le despotisme éclairé. Après Montesquieu, qui avait déjà dénoncé dans les Lettres persanes de 1721 la contradiction d'un despotisme prétendument éclairé, si on est despote, on n'est en fait pas véritablement éclairé, Diderot finit par prendre conscience de sa propre ambivalence. Diderot est soucieux de liberté comme Voltaire, mais aussi d'égalité comme Rousseau. Il finit par comprendre, et par dire, par écrire, à titre posthume, pour les lecteurs que nous sommes, qu'un bon roi est peut-être en fait encore pire qu'un mauvais roi, parce qu'il fait croire que la monarchie est bonne, la monarchie absolue. C'est le poème de l'abdication d'un roi de la Fève, dans lequel il s'insurge de manière très, très drôle contre le fait d'avoir involontairement tiré la Fève, et donc être sacré roi, 3 ans de suite. La critique par Diderot de l'absolutisme éclairé fait voir l'angle mort des Lumières. Ainsi, en fait, mieux qu'un philosophe des Lumières dont la vocation est d'éclairer les princes et les peuples, Diderot est un écrivain qui libère ses prochains de toutes les autorités illégitimes. Dans son propre style, Condorcet est un penseur de la République et de la démocratie, rendu possible par l'instruction. Dans ses textes sur les élections, il réfléchit, grâce à sa mathématique de probabilité, il réfléchit aux résultats et de combinaison, il réfléchit aux résultats d'une élection selon la diversité des modes de scrutin possibles. Il propose notamment des scrutins permettant un classement entre plusieurs individus, entre plusieurs candidats, ce qui permet d'élire une personne que chaque électeur a classée avant la personne qui aurait été élue dans un scrutin sans classement. En fait, le choix d'un scrutin modifie le résultat. Et Condorcet pense une extrême multiplicité de scrutins possibles. C'est dans ce cadre aussi que se situe ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet, selon lequel une élection peut amener à classer le candidat A avant le candidat B avant le candidat C, mais le candidat C avant le candidat A. Et c'est un paradoxe, le paradoxe de Condorcet, qui a été redécouvert et généralisé en 1951 par le futur prix Nobel Arrow, américain d'origine roumaine, fondateur de la théorie du choix social. Condorcet est dans la lignée de ce Diderot poète abdiquant son statut de roi de la Fève. Pour eux deux, les hommes doivent se gouverner eux-mêmes et se gouverner eux-mêmes grâce à l'instruction, ce qui peut leur permettre d'organiser tous ensemble leur entraide dans la lutte contre les fatalités de l'existence. Et Condorcet d'ajouter à la fin de son esquisse, ce à quoi Diderot aurait parfaitement souscrit, il faut non pas croire en une égalité absolue de tous les individus, mais sans cesse travailler à réduire les inégalités au sein d'une nation et entre les nations. Pour conclure, je dirais que de la dimension plutôt éthique d'un Diderot, qui est aussi une dimension politique, à la dimension plutôt politique d'un Condorcet, mais qui sait aussi articuler éthique et politique, nous avons là deux écrivains philosophes qui ont sciemment écrit pour la postérité et qui offrent pour notre présent à la fois un bonheur de lecture et des idées pour tenter d'éviter des malheurs publics futurs. Merci de votre attention. Philippe Reynaud, professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, Paris 2, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a dirigé avec Stéphane Rials le dictionnaire de philosophie politique, un indispensable de toute bibliothèque qui prétend à ce nom, paru au PUF.
Elle en est à sa 3e édition. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. L'extrême gauche plurielle, entre démocratie radicale et révolution, chez Perrin. Le juge et le philosophe, chez Armand Collin. 3 révolutions de la liberté, au PUF. La politesse des Lumières, les lois, les mœurs, les manières, chez Gallimard. L'esprit de la Ve République, l'histoire, le régime, le système. Et Emmanuel Macron, une révolution bien tempérée. Il a reçu en 2014 le prix Alexis de Tocqueville pour l'ensemble de son œuvre. Et en 2017, le prix Charles Aubert pour le droit de l'Académie des sciences morales et politiques. Grand spécialiste de la pensée libérale, il est maintenant le directeur de la prestigieuse revue Commentaire. Il évoque pour nous Alexis de Tocqueville. Bonjour, je suis très, très heureux d'être parmi vous pour cette table ronde sur la pensée française. Et je voudrais parler d'un auteur qui m'est très cher, que je tiens pour un des plus grands penseurs politiques français, qui est Alexis de Tocqueville, qui aujourd'hui connaît une gloire incontestée, mais dont il faut remarquer que pendant très longtemps, c'est un auteur qui était peut-être un peu méconnu par le public français, même le public le plus cultivé. La démocratie en Amérique est parue en 2 volumes, en 1835 et en 1840. C'est un livre qui n'a pas manqué d'admirateurs au XIXe siècle. Mais ceux-ci étaient mus par des intérêts politiques qui ne sont plus tout à fait les nôtres. Tocqueville intéressait des libéraux ralliés à la démocratie, qui cherchaient une voie nouvelle vers la démocratie libérale, en dehors à la fois de la rhétorique révolutionnaire et de l'héritage anglais, qui était considéré comme trop aristocratique. Mais par la suite, dans les 2 tiers du siècle suivant, il a été assez largement méconnu, parce que notamment la plupart des intellectuels, je crois, dédaignaient un auteur dont le style était trop classique, la pensée trop analytique, et qui était assez éloigné des passions politiques extrêmes, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ont eu la faveur de beaucoup d'intellectuels français. Dans l'université, la situation n'était pas meilleure. Les sociologues préféraient Saint-Simon et Auguste Comte. Les historiens de la Révolution avaient oublié le travail de Tocqueville sur celle-ci. Et les philosophes, pendant longtemps, méconnaissaient un auteur qui était éloigné de la philosophie classique et dont l'œuvre, contrairement à celle de Montesquieu, n'avait pas eu la chance d'avoir eu comme lecteur Hegel ou Auguste Comte, qui ont fait que, grâce à qui Montesquieu a toujours été considéré comme un grand philosophe français. Tocqueville n'avait pas cette chance. Alors quand est-ce qu'on redécouvre Tocqueville? On le redécouvre sans doute avec Raymond Aron, qui lui donne une place importante dans son essai sur les libertés de 65 et dans un livre très important, Les étapes de la pensée sociologique, dans lequel Aron présente Tocqueville comme un des grands fondateurs de la sociologie, comme un des grands interprètes de la société moderne, qui pour Aron est le problème central de la nouvelle science, la sociologie. Pour Aron, donc, on a 3 grands auteurs représentatifs du XIXe siècle, qui sont Marx, Tocqueville et Auguste Comte, qui ont chacun un principe d'interprétation de la modernité. Comte voit la société moderne avant tout comme industrielle, Tocqueville la décrit comme capitaliste, et Tocqueville la décrit comme démocratique, c'est-à-dire comme dominée par le développement d'une aspiration multiforme à l'égalité. Et c'est aussi à partir de cette vision que Aron met en scène dans un petit livre très brillant qui s'appelle L'essai sur les libertés.
une sorte de dialogue entre deux grandes interprétations de la société moderne, l'interprétation de Marx et celle de Tocqueville, Tocqueville apparaissant en quelque sorte comme quelqu'un qui aurait par avance répondu aux objections que Marx fera contre la démocratie bourgeoise. Aron écrit dans les années 60 et son œuvre reste sur cette question relativement, je ne dirais pas marginale, mais ça n'est pas tout à fait centrale. Mais la voie qu'il a ouverte doit être suivie par plusieurs esprits libres, plusieurs esprits originaux, grâce à qui probablement Tocqueville est devenu vraiment le penseur considérable que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont d'abord, dans une génération qui vient juste après Aron, Louis Dumont, François Furet et Claude Lefort, mais c'est surtout dans les années 80, me semble-t-il, que Tocqueville finit par apparaître comme un vrai classique, grâce notamment aux travaux de Pierre Manant et de Marcel Gauchet. Tocqueville devient un vrai classique, c'est-à-dire non pas simplement un des fondateurs de la sociologie, comme le pensait Aron, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, un philosophe politique de même rang que Montesquieu et Rousseau. Et c'est ce point de vue que je voudrais défendre aujourd'hui. Alors un mot sur les conditions de la reconnaissance de Tocqueville. Elle est liée à un fait majeur qui est le déclin du marxisme et de l'idée révolutionnaire dans la dernière partie du XXe siècle. Déclin qui va culminer avec la chute de l'URSS, mais qui commence dès la fin des années 70, et dont le principal résultat, c'est de faire que l'horizon de la réflexion politique, ça n'est plus le marxisme, comme le voulait Sartre, c'est la démocratie et les conditions de son avènement et de sa réalisation. Tocqueville apparaît alors comme le grand penseur de la démocratie, dans laquelle il voit le fruit de ce qu'il appelle un développement multiséculaire et providentiel. Le terme de providentiel est très important. Le développement de l'égalité des conditions, qui est, je cite, le fait générateur dont chaque fait particulier de la démocratie moderne semble descendre, aussi bien dans la société civile que dans le gouvernement. C'est cette idée puissante qui est au centre de l'œuvre de Tocqueville, notamment de la démocratie en Amérique, et elle permet de traiter d'une manière originale la question, une des questions qui domine la pensée politique depuis le XIXe siècle, la question par exemple que pose Marx à sa manière, lorsqu'il met en lumière le contraste entre l'égalité formelle que proclame le droit et l'inégalité réelle que l'exploitation, etc., que le droit permettent précisément de masquer. Ce qui est remarquable chez Tocqueville, c'est qu'il a saisi mieux que tout autre que la politique contemporaine, la politique de l'âge démocratique allait être dominée par cette question de l'égalité, en considérant que le point essentiel, le point le plus nouveau, ce n'est pas qu'il y avait des inégalités, mais c'est le fait que celles-ci étaient beaucoup moins légitimes que dans les sociétés précédentes. Tocqueville ne nie pas que la société moderne peut connaître des inégalités considérables. Il dit même lui-même, il est un des premiers, à une époque où on est très fasciné par l'égalitarisme de la société américaine, il est un des premiers à dire que dans l'Amérique des années 1830, le commerce et l'industrie pourraient donner naissance à une nouvelle aristocratie. Mais ce qui est au centre de sa pensée, c'est cette idée très profonde et peut-être un peu difficile que ce qui est difficile, c'est moins, dit-il, l'égalité réelle des conditions, l'inégalité, réelle des conditions, que leur égalité imaginaire, j'insiste sur le terme d'imaginaire, imaginaire en ce sens qu'elle a lieu dans les imaginations des hommes, mais qui n'en va pas moins modifier peu à peu toutes les relations entre les hommes. Ce que Tocqueville appelle l'égalité des conditions, qui est une notion qu'il emprunte à des auteurs classiques, mais dont il change le sens, ce qu'il appelle l'égalité des conditions,
ça n'est pas l'égalité matérielle, mais ça ne se réduit pas non plus à la simple égalité des droits, car elle exprime un changement fondamental dans l'histoire humaine. Alors, c'est le thème dominant de la démocratie en Amérique, et plus spécialement de son deuxième volume. Il y a des multiples textes où on le trouve développé. Peut-être qu'on pourrait partir, si vous le voulez bien, d'un texte remarquable consacré à la condition des domestiques, qui se trouve dans le deuxième volume, dans la troisième partie au chapitre 5, comment la démocratie modifie les rapports du serviteur et du maître. Alors, c'est quelque chose de très remarquable, cette relation des maîtres et des serviteurs, parce que par définition, c'est le type même de la relation inégale. Le serviteur et le maître sont consubstantiellement dans une situation d'inégalité, mais cette situation va changer profondément dans une société dans laquelle il n'y a plus de barrière fixe entre les statuts et les classes sociales, et où les hommes, quelles que soient leurs différences de fortune, de revenus, de moyens, de propriété, etc., se voient comme des individus égaux et indépendants, entre lesquels les inégalités ne peuvent être que secondes et comme telles révisables. Alors, ce qu'on pourrait dire de manière un peu plaisante, peut-être, c'est que ce que Tocqueville nous montre, c'est quelque chose que les classes dirigeantes ont appris à leurs dépens depuis. C'est pourquoi il n'y a plus de domestiques, comme disent certaines dames, par exemple, dans la bonne bourgeoisie. Il n'y a plus de domestiques, dans un sens très profond, tout simplement parce qu'il n'y a plus de maîtres. Il y a simplement des gens plus riches que d'autres qui peuvent s'offrir certains services, mais sur une base contractuelle et égalitaire qui peut être modifiée par les aléas de la fortune des uns et des autres. Cela ne veut pas dire que les relations entre les hommes vont être nécessairement plus douces, et il est même possible que dans certains cas, les progrès de la démocratie s'accompagnent d'un durcissement des relations entre les puissants et les faibles. Il y avait dans les anciennes sociétés, ce que Tocqueville appelle les sociétés aristocratiques, il pourrait y avoir des relations de familiarité entre les maîtres et les serviteurs, qu'on voit par exemple dans les pièces de l'Antiquité romaine, dans les pièces de Molière. Mais cette familiarité était d'autant plus facile qu'on savait de part et d'autre que les rôles étaient définitivement fixés. Au contraire, ce qui caractérise notre monde, le monde démocratique, et que Tocqueville va être un des premiers à expliquer, c'est que dans la démocratie, dans ce monde de l'égalité, la passion de la distinction ne va pas disparaître, mais va connaître au contraire des développements nouveaux qui tiennent à la nécessité où se trouvent les puissants de réaffirmer leur position et au désir des entrants, des nouveaux entrants, d'être reconnus par les privilégiés. Alors c'est ce qui explique, par exemple, que les relations entre les domestiques et les serviteurs soient plus fixées, plus rigides qu'autrefois dans le monde nouveau. C'est ce qui explique aussi, sur un sujet beaucoup plus dramatique et même tragique dans l'histoire américaine, dont Tocqueville donne une analyse tout à fait extraordinaire, c'est ce qui explique aussi pourquoi dans l'Amérique moderne, où la question noire se pose à l'époque à travers l'existence de l'esclavage, Tocqueville est un des premiers à comprendre que la disparition de l'esclavage, si elle a lieu, ne suffira pas à régler le problème racial aux États-Unis, parce que, comme il le montre dans les États du Nord, où l'esclavage a été aboli, la ségrégation raciale permet aux plus pauvres des Blancs de se maintenir dans un statut ébranlé par l'égalité juridique. L'égalité est devenue dominante dans le droit, en partie dans les esprits, mais cela ne veut pas dire que toutes les relations soient devenues plus pacifiques, bien au contraire. Il y a donc dans le grand livre de Tocqueville, La démocratie en Amérique, une analyse très riche de ce qu'il appelle le développement de la qualité des conditions, de ses avantages, de ses grandeurs, mais aussi de ses pathologies.
Et c'est probablement cela qui a tellement frappé les philosophes et les penseurs politiques de ma génération. C'est cela que Tocqueville déploie dans le deuxième volume de son livre de la démocratie en Amérique, où il analyse toutes les transformations que produit la démocratie dans l'ensemble des relations humaines. Il montre à partir de ce fil conducteur de l'égalité démocratique comment, par exemple, la conscience historique est modifiée, pourquoi l'égalité favorise le goût des historiens des temps démocratiques pour l'étude de la longue durée, pour les forces sociales anonymes. On a l'impression qu'il parle déjà de l'école des annales. Il montre aussi le déclin de la vieille culture humaniste et élitiste. Il perçoit l'érosion de la transcendance religieuse et les débuts de la crise des religions établies et la montée de ce qu'il appelle un panthéisme qui évoque pour nous non seulement les grandes philosophies de l'histoire, mais aussi la sensibilité écologique d'aujourd'hui. Il est le premier, finalement, et le maître de tous ceux qui veulent comprendre le développement multiforme d'une demande d'égalité qui dépasse largement les oppositions classiques entre le peuple et les grands, ou entre les riches et les pauvres, et qui d'ailleurs finalement ira très au-delà de ce que lui-même imaginait. Il avait prévu, par exemple, que la démocratie allait transformer en profondeur l'ordre familial et les relations entre les sexes. Il avait vu que la figure hiérarchique de la puissance paternelle disparaîtrait dans le monde moderne. Il comprend très bien que le mariage d'amour va devenir la norme, mais il pense néanmoins qu'à partir d'un certain moment, qui est représenté assez bien par les couches supérieures de la démocratie américaine, on arrivera à une situation d'équilibre dans laquelle la position respective des hommes et des femmes trouverait une certaine stabilité. On peut dire que la société moderne est sur ce point allée beaucoup plus loin que Tocqueville, dans le sens que celui-ci avait prévu. Sur ces questions, donc, il est sans doute en deçà de ce que finalement a produit la révolution démocratique, mais il a mieux que personne saisi le principe qui anime les sociétés modernes. La démocratie n'est pas essentiellement un régime politique, c'est une nouvelle forme de société qui tend à substituer aux liens existants entre les hommes l'image de l'individu indépendant, égal à tous les autres, et c'est pour cela qu'elle n'a pas de limite prédéterminée dans sa capacité à transformer la condition humaine. Donc c'est à cet auteur que je voulais consacrer le temps que vous avez bien voulu m'accorder. Un mot pour conclure peut-être sur ce que Tocqueville, qui appartient à l'époque des débuts de la démocratie moderne, peut avoir à dire disons, pour nous autres qui vivons près de 2 siècles plus tard et qui sommes éloignés de l'expérience de Tocqueville, peut-être parce que paradoxalement, nous sommes à une époque moins optimiste qu'il ne pouvait l'être. On pourrait en effet être tenté de croire que la pensée de Tocqueville devient moins pertinente dans une période où le régime démocratique se trouve à nouveau confronté à des États qui, de la Chine néo-communiste à la Turquie islamique en passant par la Russie de Vladimir Poutine, revendiquent de tout autre principe et qui est confronté à la menace terroriste et où les plus vieilles démocraties elles-mêmes sont travaillées par des courants qu'on appelle populistes qui se sont constitués en réaction à l'évolution sociale des 50 dernières années. Alors, est-ce que Tocqueville a quelque chose à nous apprendre dans ce contexte? Je le crois profondément. D'abord parce qu'il est un des premiers à analyser lui-même certaines pathologies rémanentes de la démocratie. Il faut lire sur ce point, par exemple, des pages admirables qu'il écrit sur le risque de ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, dont il montre très bien que c'est un risque nouveau parce que la tyrannie de la majorité se distingue de tous les régimes oppressifs ultérieurs parce qu'elle naît à l'intérieur de la démocratie. S'il y a une tyrannie de la majorité, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité incontestée qui pourrait affirmer une vérité qui serait crue indissociablement. C'est parce que les hommes n'ont pas
guide naturel ou d'autorité naturelle. Ils ne croient qu'à ceux qui savent eux-mêmes, mais ils sont pas assez, comment dire, n'ont pas les moyens de s'intéresser à tous les sujets, et donc ils font confiance finalement au jugement commun et à l'opinion publique. Donc il a vu certains risques de la démocratie moderne, et surtout il a beaucoup insisté c'est un thème constant de son œuvre depuis le grand livre sur la démocratie en Amérique jusqu'à son dernier grand livre sur l'Ancien Régime et la Révolution, c'est qu'il y a ce que François Furet appelait un décalage ou une égalité de développement entre une dénivellation entre deux aspirations qui ne sont pas incompatibles, mais qui ne sont pas nécessairement superposables, qui sont l'aspiration à l'égalité et l'aspiration à la liberté. Il fut donc un des premiers à mettre en lumière le risque à la fois de la tyrannie de la majorité, d'un despotisme doux et protecteur et d'embardées violentes dans les démocraties modernes. Il ne se contentait pas que d'appeler contre cela au principe libéral de la limitation du pouvoir. Il mettait également l'accent sur les valeurs républicaines que sont la vertu, le civisme, la participation aux affaires publiques. Le progrès tranquille de la démocratie nous avait fait découvrir le Tocqueville sociologue. Ces difficultés actuelles devraient nous pousser à relire le Tocqueville politique, que sa méfiance, par exemple, devant la poussée révolutionnaire de 1848, n'a nullement empêché de refuser la réponse autoritaire et d'une certaine manière populiste qu'avait finalement apporté à cette crise le régime du Second Empire. Et je pense que tout cela peut nous donner à penser aujourd'hui. Je vous remercie. Jean-Michel Salanskis. D'abord chercheur au CNRS, dans la section philosophie, il enseignera à l'université de Lille 3 avant d'être nommé professeur de philosophie des sciences, logique et épistémologie à l'université de Paris 10, Nanterre. Il a pour commencer développé une philosophie des mathématiques avant de s'intéresser à la phénoménologie, puis systématiser un nouveau type d'enquête philosophique portant sur les partages de sens qui sont les nôtres. Pour chacun d'eux, il a dégagé ce qu'il appelle leur sémence. Il a déposé également sur le champ philosophique qu'il construit et qui étudie ces partages de sens le nom d'éthanalie. Parallèlement, Jean-Michel Salanskis s'est immergé dans la tradition juive et en détourne une lecture épistémologique. Il a ainsi publié aux belles lettres Extermination, loi, Israël, Talmud, science et philosophie, et le fait juif. Il a également publié une trilogie proposant une lecture originale d'Emmanuel Lévinas. L'émotion éthique, puis l'humanité de l'homme, puis le concret et l'idéal. Il y propose une lecture de l'œuvre de Lévinas, la montrant constamment concrète et proche de l'existence humaine. Jean-Michel Salanskis participe avec constance et générosité depuis de nombreuses années aux activités de formation à la connaissance du monde juif en direction des enseignants de l'éducation nationale que porte l'Institut européen Emmanuel Lévinas dans les académies avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pour l'anecdote, peut-être pas dérisoire, nous avons été l'un et l'autre dans notre jeunesse étudiante inspirés de l'enseignement que nous suivions avec avidité de Jean-François Lyotard. Nous avons bien des dettes envers celui-ci, dont celle de nous avoir indiqué le chemin vers Emmanuel Lévinas. Il nomme maintenant 3 personnalités d'origine juive de la philosophie en France, Henri Bergson, Vladimir Jankélévitch et Emmanuel Lévinas. Une intervention qui s'appelle Juif, judaïsme et philosophie française. En fait, mon idée, c'est que ce que j'appelle le fait juif est un des thèmes de la philosophie française au cours du XXe siècle. La philosophie française contemporaine a eu comme thème en particulier ce que j'appelle le fait juif. Alors, ce que j'appelle le fait juif, c'est le simple fait qu'il y a une expérience juive qui a traversé l'histoire, il y a une persistance de l'expérience juive. Ça s'exprime à la fois au niveau culturel, dans des textes, ça s'exprime aussi tout simplement par la transmission des familles. Donc tout ça, c'est devenu un sujet pour la philosophie française
et ça aboutit, ça s'accomplit. Il y a une espèce d'incarnation triomphante dans l'itinéraire d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, il va au fond jusqu'à créer un pont entre la tradition juive au sens le plus exigeant, au sens de la tradition talmudique, disons, et la philosophie. Dans une certaine mesure, on peut dire qu'il réussit à traduire l'intelligence et la sagesse de la tradition juive ou de la tradition talmudique, même si on veut être encore plus précis, vers le registre philosophique. Mais en même temps, Emmanuel Lévinas, c'est quelqu'un qui est un philosophe hyper français, quelqu'un qui est extrêmement installé dans le petit monde de la philosophie française et puis aussi dans la France, ses institutions, ses coutumes. Et donc, il est entré en rapport un peu avec tous les courants de la philosophie française, avec beaucoup de ses auteurs, et on peut au fond le prendre comme guide pour trouver dans la philosophie française ce qui nous intéresse. Je signale d'avance que si je dis que le fait juif a été un thème pour la philosophie française contemporaine, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas seulement les juifs qui s'en sont saisis, il y a aussi des non-juifs pour qui ça a été extrêmement important et qui ont construit des discours concernant ce fait juif. Alors, je prends Lévinas comme guide, et la première chose dont je voudrais vous parler, c'est ce que j'appelle une constellation dans mon livre Philosophie française et philosophie analytique du XXe siècle, paru au PUF en 2016. Cette constellation, c'est la constellation Bergson-Jankélévitch-Lévinas. Alors, pourquoi c'est une constellation? Ce n'est pas une filiation. Dans la philosophie française, il y a des filiations. Par exemple, on dit qu'il y a une filiation de l'épistémologie française. Là, ce n'est pas une filiation, c'est vraiment trois singularités, mais elles sont reliées de deux manières. D'une part, Jankélévitch et Lévinas, qui sont postérieurs temporellement à Bergson, reconnaissent tous les deux la grandeur de Bergson et, dans une certaine mesure, sont ses héritiers. C'est surtout vrai pour Jankélévitch, mais c'est un peu vrai pour Lévinas aussi. Donc, ils sont unifiés par Bergson. Mais d'un second point de vue, et là je reprends ce qui a été l'analyse de Frédéric Worms sur cette question, d'un second point de vue, si on regarde le contenu de leur philosophie, on trouve chez les trois quelque chose de commun, et ça on le comprend à partir de Lévinas. Et ce commun entre les trois qu'on comprend à partir de Lévinas, c'est la conjonction de la morale, de la question philosophique du temps et de la métaphysique. On retrouve ça chez les trois, et donc nous on a publié un colloque aux éditions Manusius sur cette constellation Bergson, Jankélévitch, Lévinas, et c'est très intéressant de les comparer du point de vue de ce traitement de morale, temps et métaphysique. Alors maintenant on peut remarquer que du point de vue, comme juif, c'est trois juifs très différents. Bergson, c'est un juif qui a souhaité se convertir au catholicisme, et qui même probablement était pour une part atteint et convaincu par l'antijudaïsme chrétien. Mais finalement, on le sait, quand il a vu la montée de l'horreur hitlérienne, il a voulu rester fidèle et il a décidé de ne pas se convertir au catholicisme. Jankélévitch était un juif laïque, bergsonien, donc comme je l'ai dit, et séduit par le christianisme lui aussi, mais il a voulu défendre le judaïsme contre Bergson. Il a écrit un livre pour essayer de soutenir que Bergson n'avait pas été juste avec le judaïsme. Et également, il compte beaucoup dans notre atmosphère intellectuelle française parce que c'est lui qui a inauguré en quelque sorte la posture philosophique de celui qui est le gardien de la Shoah, qui veut que la pilule de la Shoah ne passe pas, qu'on reste traumatisé et bouleversé. Lévinas, lui, il a été un juif laïque d'abord, mais il est devenu un juif observant. Et, comme je l'ai déjà dit, il a contribué à essayer de jeter un pont entre le régime philosophique et le régime judéo-talmudique. Donc, trois juifs très différents les uns des autres. Deuxième point que je veux aborder, je voudrais parler de Sartre. Alors, on trouve Sartre à partir de Lévinas. Lévinas croise Sartre de plusieurs manières et plusieurs fois. Déjà, dans l'article « Être juif », très important article paru en 1947 à destination de la communauté juive française, Lévinas dit que Sartre ne peut pas comprendre le fait que l'homme juif a un passé. Et en fait, Lévinas va jusqu'à dire que seul l'homme juif a un passé. Seul l'homme juif a un passé au sens où il y a un passé qui, pour le juif, lui fixe une mission, qui est le passé de l'alliance, si vous voulez. Ça c'est déjà une articulation. Et Lévinas s'oppose à Sartre parce que pour ça, Sartre, vu par Lévinas, c'est quelqu'un qui ne verrait l'homme qu'au présent. L'homme est seulement dans le présent où il dépasse sa situation.
Deuxième fois, Lévinas aussi a été très impressionné par le moment où Sartre a refusé le prix Nobel. Et il était convaincu que pour cette raison, Sartre devrait réussir la réconciliation entre Israël et le monde avec qui il était en conflit, un monde arabe, musulman, palestinien. Et enfin, à la fin de sa vie, lorsque Sartre a compris que la spécificité de l'histoire sainte juive, Lévinas le relève, et dans des articles qu'on trouve dans les imprévus de l'histoire, il salue Sartre d'en prendre conscience, mais en même temps avec une certaine ironie, en lui disant qu'au fond, en soutenant qu'au fond, ça allait de soi, qu'il y avait une spécificité de l'histoire sainte juive. Sartre, de son côté, il s'est senti profondément concerné par le fait juif et par l'antijudaïsme toute sa vie. Hein. C'est pas seulement qu'il a écrit le petit livre fort connu, Réflexions sur la question juive, où on dit souvent que Raymond Aron lui-même le disait, que son modèle du juif, c'était Raymond Aron, parce que Raymond Aron avait été son camarade à l'école normale supérieure, et donc c'était un juif complètement ignorant de la tradition et déconnecté d'elle. Mais aussi, Sartre évoque le groupe des Juifs et la façon dont les antisémites projettent le juif qu'ils détestent dans l'être et le néant. Et enfin, il parle à nouveau de ce groupe des Juifs et de l'antisémitisme dans Critique de la raison dialectique. Donc c'est quelque chose à quoi il a réfléchi toute sa vie. Finalement, on le sait, il est revenu sur le sujet et il a jugé que sa première approche était trop étroite dans son débat avec Benny Lévy. Bon, Sartre a aussi été quelqu'un pour qui la Shoah ne pouvait pas passer, pour qui il fallait garder la mémoire de l'exceptionnalité de ce qui s'était produit. Et donc, quand au moment de la guerre des 6 jours, il consacre un temps moderne au conflit israélo-arabe, on disait à l'époque, eh bien, de sa part, c'est une tentative de traiter de la question en gardant la mémoire de la Shoah. Enfin, je voudrais terminer en disant quelques mots sur Jean-François Lyotard. Alors ça, c'est un auteur différent, c'est quelqu'un qui a été le contemporain de Lévinas, et son interaction avec Lévinas est faible. Il y a quand même un point, c'est que dans la séance consacrée à Lévinas au Centre Sèvres, qui a été publiée sous le titre Autrement que savoir, il y a un petit accrochage entre Lyotard et Lévinas, parce que Lyotard regarde Lévinas comme un penseur juif, et Lévinas dit non, je suis juste un philosophe de la tradition philosophique. Bon, et en fait, pour Lyotard, ce n'est pas exclusif, mais il y a un micro-débat à cet endroit. Mais sinon, le rapport, c'est essentiellement que Lyotard s'est inspiré de Lévinas, et en fait, Lyotard, c'est quelqu'un qui a essayé de transposer l'enseignement de Lévinas ailleurs que Lévinas le plaçait. Il le dit déjà dans son premier ouvrage, Discours figure, paru en 1971. Il annonce que son projet, c'est de retrouver l'irréversibilité et la transcendance qu'il y a chez Lévinas dans le rapport à autrui, mais de retrouver ça dans le registre esthétique en partant du sensible. L'idée lyotardienne, c'est que le sensible nous dessaisit, et au fond, l'analogue de l'observance dans le judaïsme, ce serait le comportement artiste pour Lyotard. Il va continuer à penser ça toute sa vie, et on retrouve cette idée formulée autrement dans un de ses derniers recueils, Moralité postmoderne. D'autre part, Lyotard a fait grand cas du judaïsme comme événement transhistorique en quelque sorte. Au moment de la première querelle sur Heidegger, liée au livre de Victor Farias, il écrit un petit livre qui s'appelle Heidegger et les Juifs, où il essaie de dire que la façon dont les Juifs sont tournés vers l'autre, c'est pas analogue à la question de l'être telle que Heidegger la met en vedette. D'autre part, on trouve des écrits de Lyotard où il estime que la tradition juive est comme un impensé et un oublié de l'Occident. L'Occident, et en fait même pour Lyotard, l'attitude juive serait un remède possible à ce qu'il voit comme le tort de l'Occident, qui est la façon dont l'Occident est engagé dans l'accumulation de façon frénétique et dans l'absurdité d'indifférence, pour le dire très rapidement, dans le n'importe quoi, on pourrait résumer. De même, dans l'ouvrage Le différent, Lyotard pense que le rapport à autrui décrit par Lévinas est un bon point de départ pour ce que lui veut défendre, qui est le respect de l'occurrence, l'attente respectueuse de l'imprévisibilité du prochain
de la prochaine phrase qui va être émise, ce qu'il appelle le arrive-t-il. Et enfin, Lyotard, à nouveau, est quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas oublier la Shoah, qu'il ne faut pas que la pilule passe. Et même, le dernier Lyotard pense que garder les yeux fixés sur l'horreur de la Shoah, c'est une manière de résister à l'inhumain qui se développe mondialement avec ce qu'il appelle le développement. C'est son appréhension de la technique et du capitalisme contemporain. Donc voilà, j'ai essayé de vous convaincre qu'il y avait cette thématique du fait juif dans toute la philosophie française, chez les auteurs juifs et chez les auteurs non juifs. Et j'ai essayé de montrer comment la philosophie française a donné un sens au fait juif, exceptionnellement et remarquablement chez Lévinas, évidemment. Voilà. Merci à tous pour votre attention.